Composé de mélodies ancestrales et contemporaines, puisées dans la richesse du patrimoine musical arménien, ce Noël rassemble des œuvres de grands compositeurs arméniens tels que Sayat Nova, Khatchatour Avedisian ou le père Komitas. Saténik Sargsyan, l'une des plus belles voix d'Arménie, et l'ensemble Sassoon ont embarqué le public dans un étonnant voyage entre Orient et Occident. Matière de solidarité, je voulais également revenir sur le Téléthon et féliciter la diversité des activités, mais surtout des participants qui ont permis, le temps d'une semaine, de récolter 9 446,44 €. Je suis au regret de vous annoncer l'annulation du spectacle Roukiata, Je demande la route, programmé le 17 janvier 2020 dans la salle des fêtes. En effet, la comédienne étant souffrante, sa tournée est annulée jusqu'à nouvel ordre. Comme chacun le sait, le 25 novembre dernier s'est déroulée la cérémonie de remise des labels Villes et Villages Fleuris à l'hôtel du département à Marseille. À cette occasion, Madame Danielle Milon, présidente de Provence Tourisme, a remis à la commune de Louvelaire par l'entremise d'Armand Chamelat le premier prix du concours départemental des villes et villages fleuris dans la catégorie commune de plus de 5000 habitants. Je rappelle, c'est le premier prix du concours. Une très belle récompense qui salue le travail des équipes municipales et qui confirme l'engagement de notre commune pour le développement et l'attractivité de notre territoire. Fin d'année oblige. La crèche a repris ses quartiers dans l'entrée de l'hôtel de ville, tout près du sapin de Noël, joliment décoré, et de la boîte aux lettres du Père Noël. C'est vrai que l'an dernier, il n'y en avait pas, puisque nous étions en travaux. N'hésitez pas à venir adresser votre lettre au Père Noël pour recevoir, Christine, sa réponse avant la date fatidique de vendredi prochain. Le mot crèche, signifiant une mangeoire pour les animaux, soit une étable, est une tradition datant de 1223. Les premières crèches étaient vivantes, puis ont été remplacées par des figurines appelées santons. En Provence, on connaît bien ça. Le conseil de ce soir traitera d'urbanisme avec des acquisitions et cessions au profit d'aménagements d'intérêt général et d'une actualisation de notre contrat départemental de subvention. Vous découvrirez les projets de notre comité de jumelage quant à l'avenir d'une amitié outre-Rhin et les lieux et dates de nos classes de découverte. Dans le cadre des dommages causés suite aux derniers événements orageux et en vue d'une potentielle saisie de la préfecture pour une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, je vous invite à adresser un courrier au service urbanisme. Alors par un courriel via l'adresse urbanisme grands travaux au pluriel @boucbelair.fr, tout ça c'est attaché, ou par courrier en mairie. La lettre devra comporter les éléments suivants: description des désordres intervenus, date d'apparition des désordres et évidemment des photos, j'en ai que mieux. J'ai pour ma part sollicité le préfet pour être reconnu en état de catastrophe naturelle à l'appui de manifestations écrites que vous m'avez fait parvenir les uns ou les autres et qui sont rassemblées par le service urbanisme. En cas de retour favorable et d'arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle, les sinistrés auront 10 jours à compter de l'apparition de cet arrêté au JO pour solliciter leur assureur. Je rappelle que nous, quand on a dans ce cas-là des gens qui se sont manifestés, dès que l'arrêté paraît, on les avertit au plus vite pour qu'ils sachent qu'ils ont seulement 10 jours pour envoyer à leur assureur la déclaration. Nous ferons en sorte de vous prévenir en fonction des coordonnées communiquées lors des saisines, évidemment. Il y a des gens qui ne nous donnent pas leurs coordonnées ou qui nous donnent coordonnées et qui sont absents, donc on écrit à la maison, mais c'est sûr que ça ne leur arrive pas puisqu'ils ne sont pas là. Donc s'ils ne sont pas là, qu'ils veulent bien donner une adresse électronique que je pense ils suivent. Je vous informe également que les centres d'apport volontaire du Pays d'Aix, dont celui de Louvelaire, fermeront à 14h les mardis 24 et 31. Ils seront ouverts en continu de 9h à 14h entre ces dates. Pour conclure, je vous informe que les traditionnels vœux à la population se dérouleront le jeudi
23 janvier prochain, à partir de 18h30. En attendant, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année, un bon boudin, et vous donnant évidemment rendez-vous le 1er janvier à 18h pour le feu d'artifice. Passons à l'ordre du jour. Nous avons d'abord l'éternel compte rendu l'adoption du compte rendu de la séance du 29 octobre. Évidemment, je rappelle que le conseil municipal est filmé et est en direct sur le site, donc c'est un compte rendu très succinct. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Le chauffage, est-ce qu'on peut l'augmenter? Ah, c'est une question pragmatique, Madame Berlinkel, si vous avez raison. Je ne sais pas s'il marque ce truc. Donc, Madame, c'est là, c'est de ce côté. Quand vous serez ici, Madame Berlinkel, vous aurez le chauffage. Avant, ça sera difficile. On n'a pas le droit. Si, on peut fermer la porte. Tout le monde voit que c'est éclairé, s'ils veulent venir, ils veulent venir. Bon, à part cette remarque pragmatique et qui n'avait rien à voir avec l'ordre du jour, est-ce que vous avez des remarques? Il n'y a pas de remarques, je le considère comme adopté, je vous remercie. Ensuite, nous avons l'information du conseil municipal des décisions prises dans le cadre de l'arrêté L 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Il y a la décision numéro 2019-025 du 31 octobre, qui est une convention de location temporaire des jardins d'Albertas. Ensuite, nous avons la décision numéro 2019-026 du 28 octobre qui désigne les membres de la commission technique pour la seconde phase du concours de maîtrise d'œuvre pour la construction du 3e gymnase. Là, il s'agit donc de mesdames Coapé Dupuis, de messieurs Riffel, Baquet, Philippard et de madame Vézol. Sur la convention de location temporaire, c'est pour mettre à disposition pour l'association Jazz sous les étoiles du 9 au 13 juillet 2019, vous êtes sûr? Je l'ai signé, donc j'assume l'erreur, mais c'est du 9 au 13 juillet 2020. Ça, c'est le problème des copier-coller. C'est super le copier-coller. Voilà, c'est vrai. Mais bon, après, c'est pas sur le registre des arrêtés du maire, c'est pas corrigé. Voilà. Ensuite, nous avons une décision numéro 2019-027 du 31-10 qui concerne la signature d'un contrat pour la mise en place d'un marché producteur saisonnier. Alors, c'est avec la Chambre d'agriculture du Bauges-du-Rhône. Dit que le contrat est exécutoire à compter du 1er novembre, mais que sa durée est de 1 an, du 1er novembre au 30 novembre 2019 au 30 octobre 2020. Pour un coût de 3 900 € TTC. Voilà. Ensuite, nous avons un contrat administratif d'occupation de domaine privé à titre précaire et évocable entre la commune et M. Deveau Christian. Donc il s'agit d'un logement qui est situé dans le groupe scolaire, à côté du groupe scolaire de la Bergerie, contribution mensuelle de 650 € et une charge forfaitaire annuelle
de 120 € pour l'eau. Voilà. Ensuite, nous avons la décision numéro 2019-030 du 20-11 acquisition d'un bien par voie de préemption, terrain d'environ 51 m², 6 avenue de la Croix d'Or, la Gardure Nord, c'est la parcelle cadastrée BY numéro 53. Il s'agit d'une parcelle, je connais bien le dossier, d'une parcelle sur laquelle il y avait un poteau, à l'époque ça devait être un poteau d'éclairage, je crois, à côté du restaurant du relais de la Croix d'Or, le routier, sur lequel c'était déjà attribué au domaine public, mais on s'est aperçu dans le cadre de la vente du restaurant qu'en fait il y avait cette parcelle dont ils étaient propriétaires et sur laquelle nous avions déjà fait le trottoir avant de faire l'aménagement de la RD 8N. Hein. C'est à ce moment-là on a continué, on s'est rendu compte qu'on était sur cette parcelle qui ne nous appartenait pas. Donc dans le cadre de la vente de ces parcelles, puisqu'il y a plusieurs parcelles concernées, on a préempté cette parcelle-là au prix de 1 €. Voilà. Voilà, sur les décisions. S'il y a des questions là-dessus, pas de questions, très bien, merci. Donc passons à la première délibération. Il s'agit de l'adhésion à la convention de participation au pôle santé du CDG en matière de médecine professionnelle et préventive. Il s'agit tout simplement de renouveler la convention que nous avons avec le CDG. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions, donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité? Je vous remercie. Ensuite, nous avons la revalorisation des titres restaurants. Il vous est proposé de passer du prix de 5,60 au prix de 6,60. Je vous rappelle que les tickets restaurants sont faits avec une participation de 60% de la collectivité et 40% de l'agent, ce qui veut dire que par mois est attribué à chaque agent 20 titres restaurants sur 10 mois. Juillet et août étant exclus pour faciliter la gestion des congés. Évidemment, pour les agents qui le souhaitent, ceux qui ne le souhaitent pas n'en ont pas. Mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ne les demandent pas. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Madame Berlinkels, vous avez la parole. Je ne vous l'avais pas demandé donc en fait. C'est bon? Oui, regardez, c'est allumé. Voilà, je trouve que la valeur faciale du chèque est vraiment minime. 6,60 €, alors qu'aujourd'hui les chèques restaurants sont de 9,20 €, c'est quand même pas assez pour les agents. Les titres restaurants, ça peut aller jusqu'à plus. Hein. À Paris, c'est même 13 €. Oui, mais la moyenne, c'est 9,20 € dans notre région. Voilà, mais écoutez, il vous est proposé de passer de 5,60 à 6,60. Vous avez toute liberté de voter contre si vous ne le souhaitez pas. On a noté votre proposition. En tout cas, aujourd'hui, je vous propose de passer de 5,60 à 6,60. Ben, je voulais vous faire savoir que j'étais contre. Donc il y a une voix contre. Deux voix contre. Deux voix contre, vous savez un truc. Monsieur Et il n'y a pas d'abstention, donc majorité, je vous remercie. Ensuite, nous avons acquisition d'une bande de terrain d'environ 115 m² située en bordure de l'avenue Beau-Soleil, parcelle cadastrée qui appartient à AI numéro 66, qui appartient à M. Rossi. M. Rossi s'est rendu compte, il n'habite plus ici, et il s'est rendu compte en venant dernièrement, en se promenant dans la commune, qui était, vous devriez, c'est moi qui coupe. Voilà.
oui, c'est moi qui coupe. S'est rendu compte qu'il y avait une parcelle de terrain qui lui appartenait, mais sur laquelle était faite l'avenue Beau Soleil. Donc il m'a écrit une très très gentille lettre en me proposant de me la rétrocéder gratuitement, mais vous savez que de nos jours c'est plus possible. Donc il vous est proposé de l'acheter tout simplement et donc de payer les frais qui correspondent à cela. Vous avez eu dans votre dossier évidemment la localisation de la parcelle. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions, donc je vais voir ces délibérations. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, alors, nous avons deux délibérations qui vont préciser la délibération que nous avons prise au dernier conseil municipal, donc le 30 octobre. La première délibération, vous savez, c'est pour rétrocéder, pour faire don à l'OFS, tous propriétaires de la parcelle BA numéro 86, qui fait donc à peu près 675 mètres carrés. Donc elle n'est plus affectée à l'usage direct du public, puisqu'il n'y a plus d'usine de potabilisation dessus. Donc il faut dire qu'elle est plus affectée au service public pour la première délibération. Et la deuxième délibération, elle concerne le fait que voilà, la valeur vénale, puisqu'entre-temps on a eu la valeur vénale de la parcelle par les domaines, qu'ils ont évaluée à 190 000 €. Mes chers collègues, dites-vous bien que j'ai écrit au service compétent, service des domaines, pour leur dire que ça me semblait 190 000 € pour avoir une possibilité de construction qui pourrait aller jusqu'à 700 mètres carrés, ça me semblait quand même peu cher. Peu cher dans la mesure où j'ai fait remarquer on trouvait des parcelles sur la commune qui faisaient 500 mètres carrés, qui permettaient de faire une maison de 100-120 mètres carrés, un logement en fait, et que l'on trouvait à des prix de 250 000 € hors taxes, c'est 300 000 € TTC. Donc j'ai trouvé que évaluer 675 mètres carrés dans un secteur qui permet une densité plus importante, qui ne sont pas du centre-ville, j'ai trouvé que c'était peu. Donc je l'écris, on verra bien ce qui va se passer, comment ils vont me répondre, mais sachez qu'entre-temps on avait reçu l'estimation du domaine, c'est important puisque nous devons signer le 30 décembre, je crois, si je ne m'abuse. Donc il était important que nous venions préciser que ce n'était pas dans le domaine public et que les domaines avaient prévu 190 000 €. Voilà, je crois que j'ai été assez clair là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc je me vois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, je vais vous proposer, mes chers collègues, de céder à l'OFS toujours au prix d'achat augmenté, donc des frais que nous avons eus, le logement que nous avons acheté au Florentine. C'est un appartement d'environ 74 mètres carrés que nous avons donc acheté le 25 février 2019. Voilà, et de céder donc au... Ah oui, là vous m'avez fait un montage... Bon. Là, on a fait un montage en cédant à l'euro symbolique. Bon. Mais donc, ça veut dire qu'on aura cette session qui ne se fera que l'an prochain. Et non pas cette année. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions? Si? Juste savoir, les frais de géomètre et d'établissement, les frais de géomètre et d'établissement, ils s'élèvent à combien à peu près? Les frais, Pardon? Vous avez parlé de
de frais que devraient être pris en charge par l'OFS. Bon, je retire le dossier de l'ordre du jour. Voilà, Ah. c'est plus simple. Voilà. Ça ne correspondait pas à ce que j'avais demandé. D'accord. Bon, il est retiré. On verra la prochaine fois. Alors ensuite, nous avons le contrat, c'est toujours moi d'ailleurs, hein, contrat départemental de développement et d'aménagement, période 2017-2019, tranche 2019 réactualisée. Voilà, donc nous proposons la construction d'un nouveau gymnase pour 400 000 €. Le réménagement des terres blanches pour 1 810 000 €, c'est toujours en hors taxe. Et la création d'un espace culturel dans la chapelle des Communiques pour 1 321 000 €, 200 €. Au projet validé en 2018, se rajoutent les sommes suivantes: extension de l'école des Pins, 260 000 €, et la réalisation locale Perfuguette, 100 000 €. Donc pour l'année 2019, le coût total des travaux programmés est estimé à 3 891 200 €. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Allez. Bien que je fasse partie de la commission culture, je n'avais pas noté tout à fait ce qu'on allait faire dans l'espace culturel. L'espace culturel qui est dans la chapelle œcuménique. Je n'avais pas noté tout à fait ce qu'on allait faire dans cette... Bon, j'aimerais simplement que vous puissiez le rappeler. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet espace culturel? Elle va servir à quoi? Attends, parce que le problème... Attends, voilà, vas-y, demande-moi. Mais demande. Ah, ça y est. Oui, dans la chapelle, on va faire plusieurs salles de réunion, une grande salle où on pourra faire des auditions, des répétitions de danse ou de musique. On pourra y faire aussi des repas d'association. On est en train de travailler sur le projet pour l'instant, donc c'est pas encore complètement abouti. Donc dans la grande salle, une grande salle de réunion, dans une autre petite salle de réunion, du stockage, on va refaire des sanitaires, on va faire un office de façon à ce qu'on puisse réchauffer s'il y a des repas qui sont servis. Voilà. Mais on l'a présenté en commission culture la dernière fois, vous y étiez. C'est ce que je disais, je n'avais pas noté tout à fait ce qu'on allait faire dans la salle, dans cet espace culturel. Ah d'accord, en fait ça a été vu en commission, mais vous n'avez pas noté. Ok, j'avais compris que ça n'a pas été vu en commission. C'est pour ça que Madame Arnaud et moi-même, nous étions très dubitatifs. Ah voilà. Oui, je ne voyais pas le truc là. Il était... Je ne voyais pas le voyant. Ok, donc c'est bon. Plus de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons la création d'un emploi permanent en registre des effectifs avec recours possible à un contractuel. Alors, là, c'est donc un poste permanent de manager centre-ville au grade de référence d'adjoint d'animation territoriale principale de 2e classe, catégorie C, donc à temps complet, filière animation pour le service promotion de la ville. Ensuite, nous avons voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Après, c'est une autre... Mon mélangé, mais je vais avec ça. Voilà.
C'est une autre délibération. Pas de question, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, 3 postes non permanents pour faire face à des accroissements d'activité temporaires et saisonniers. Alors là, c'est donc un poste d'agent d'accueil instructeur des autorisations d'urbanisme catégorie C. Aux techniques, un poste temporaire d'agent polyvalent à temps non complet, c'est-à-dire 17h30 hebdomadaire, au grade d'adjoint technique territorial pour accroissement temporaire d'activité. Et puis, sport et vie associative, un poste temporaire de gardien de complexe à temps complet en référence au grade d'adjoint technique territorial pour accroissement saisonnier d'activité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je vous en prie. Oui, alors vous savez déjà le parti pris, ce que nous allons décider. En revanche, c'est vrai que j'aimerais faire cette remarque. Chaque année, nous avons un certain nombre de demandes pour des postes temporaires. Et finalement, on se rend compte que d'une année sur l'autre, il y a quelquefois les mêmes postes qui reviennent pour un accroissement temporaire. Par exemple, rien que pour l'année 2018, on a comptabilisé 8 postes le 23 avril, 1 poste le 28 mai, 6 postes le 25 juin, 2 postes le 24 septembre, 1 poste le 5 novembre. Que deviennent toutes ces personnes après, puisque chaque fois on redemande souvent sur les mêmes types de postes des agents temporaires? Pour accroissement d'activité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais chaque année, vous les demandez toujours pour accroissement dans les mêmes postes. Eh bien oui, comme par hasard, ça correspond aux mêmes dates, etc. Parce qu'on a un accroissement d'activité qui n'est peut-être pas quelque chose de permanent. Mais après, si vous voulez, on a quand même des gens qui sont stagiairisés, titularisés, sans problème. Bon, par exemple, aujourd'hui, nous savons depuis vendredi, mais je ne vais pas rajouter à l'ordre du jour du Conseil, qu'on a un agent qui a démissionné parce qu'il était d'ailleurs stagiairisé, si je me souviens bien. Il était stagiairisé, mais il a démissionné parce qu'il a réussi le concours de la pénitentiaire, ce que je vous dis. Donc voilà. Donc il sait qu'il a 1 mois pour pouvoir nous donner son préavis. Donc il a donné son préavis au 10 janvier. Et là, à partir du 10 décembre, voilà, ce que je vous dis, ça fait partie des choses de la vie. Je veux dire, la commune, elle vit, les gens vivent dans la commune, il y en a qui viennent, il y en a qui repartent, il y en a qui restent, il y en a quoi. C'est comme ça. Par contre, quand on vous parle d'accroissement d'activité, la plupart du temps, on est dans les mêmes temps, parce qu'on a un problème à ce moment-là. Voilà. Et c'est pour mettre des agents contractuels, je vous l'accorde. Si votre collègue, M. Pisson, était là, il vous ferait la remarque, et vous l'avez bien remplacé, vous semble-t-il. Donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Deux contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas, donc majorité. Ensuite, nous avons Madame Armandon qui va nous parler de la convention de prestation de services d'aide à l'archivage entre la commune de Bouc et le centre de gestion des Bouches-du-Rhône. Alors, un recollement des archives, c'est-à-dire faire le point entre la liste des documents archivés et ce qu'il y a exactement dans les boîtes d'archives, doit être fait à chaque renouvellement de municipalité. Il s'agit d'un travail de professionnel que le centre de gestion des Bouches-du-Rhône propose de faire. Il convient donc d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec le CDG 13 pour l'intervention d'un archiviste 4 jours au prix de 320 € par jour. Voilà, c'est la délibération que nous devons prendre à la fin de chaque mandature, puisqu'il faut archiver... Que le maire change ou pas, il faut faire un recollement entre les archives. Voilà. Il n'y a pas de question, donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas.
Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité? Je vous remercie. Marie-Odile, tu vas continuer avec l'adhésion au réseau Chénon, Fédération des nouveaux territoires des arts vivants, et au réseau Cercle du Midi. Voilà, vous savez déjà que le réseau Chénon fédère sur le plan national 250 équipements et projets culturels qui œuvrent dans le domaine des arts vivants et qui constituent un maillage du territoire. C'est le plus important réseau de diffuseurs en France. Il se découpe ensuite en d'autres structures, des fédérations, et dont le Cercle du Midi correspond à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'adhésion au réseau Chénon et Cercle du Midi permet à la ville de présenter des œuvres originales, de réduire les coûts en bénéficiant de tarifs préférentiels et d'organiser des tournées entre villes voisines. Pour 2019-2020, nous avons eu plusieurs spectacles et il y aura 3 spectacles en 2020. En 2019, il y a eu 7 séances du spectacle de Noël pour les élémentaires qui a été choisi par ce biais-là. L'adhésion à ces 2 réseaux coûte 600 €. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, c'est quelque chose qui revient tous les ans. Donc je mets au vote cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité, je vous remercie. Je vais suspendre, si vous le voulez, le conseil municipal pour donner la parole au président et du comité de jumelage et à la présidente de la commission Allemagne qui vont nous parler de leur projet de jumelage avec Feldafin. Je vous propose que nous reprenions l'ordre du jour du conseil municipal. Alors on va commencer avec Mathieu Pietri qui va nous parler de la classe de découverte au centre Odelle les Voiles d'Azur à la Londe pour l'école élémentaire de la Vergerie. Puis après il y a encore 2 autres classes de découverte, tu nous fais ça dans la foulée. Allez, hop. Oui, merci Monsieur le maire. Donc les 3 délibérations qui suivent vous proposent de fixer les conditions de participation de la commune aux classes découvertes organisées par les écoles. Ce sont donc des classes découvertes qui concernent pour la première l'école de la Bergerie sur le mois de juin 2020 pour une durée de 5 jours. Le séjour mer et environnement a lieu au centre Odelle les Voiles d'Azur à la Londe. Le calcul des participations de la commune est traditionnel. C'est le 12e du revenu fiscal de référence de la famille sur le nombre de parts. Concernant la bergerie, on est sur un coût par enfant de 416 € et il sera attribué aux familles qui résident à Poule-Bel-Air une participation entre 20 et 80% selon le quotient familial. On enchaîne sur l'école élémentaire de la Salle. Donc, même condition de financement proposé pour un coût de séjour de 297,50 € par enfant. Le séjour aura lieu du 8 juin au 12 juin 2020, donc pour une durée de 5 jours. Cette fois-ci au centre Alpes Découvertes à Pont-de-Fossé. Enfin, pour l'école élémentaire des Pins, le séjour aura lieu un peu plus tôt, du 11 au 15 mai 2020, au centre de Chantemerle, à la Seine-les-Alpes, pour un prix de 329 € par enfant, selon les modalités de participation de 20 à 80% comme précédemment. Merci Mathieu. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu? Je crois qu'il a été assez clair. Est-ce que vous permettez qu'on vote les 3 à la fois? Ce sera le même vote pour les 3. Allez, je mets les 3 au vote. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Nous passons la parole à Monique Salomon qui va nous parler d'une convention de collaboration entre la métropole et la ville dans le cadre du PLIE. PLI. Merci, monsieur le maire. J'étais trop impatiente. Comme tous les ans, nous devons voter, si vous voulez, renouveler cette convention de collaboration avec la métropole du Pays d'Aix,
qui nous verserait, qui versera à la commune une subvention de 2700 € au titre des services rendus par le Bureau municipal de l'emploi aux participants du PLI, puisque c'est en fait c'est eux qui participent donc au plan local pour l'insertion et l'emploi. Donc le Pays d'Aix nous reverse une subvention de 2700 €. Alors c'était bien moins que ce qu'ils versaient il y a quelques années, mais bon, maintenant c'est 2700 €. Question posée à Monique Salomon. Pas de question. Je mets aux voix ces délibérations. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous passons à Teddy Alexander qui va nous parler de l'approbation de l'avenant numéro 1 à la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage entre la métropole et la commune de Bouguer pour les aménagements de réseaux humides. Ok, merci Monsieur le maire. Donc, je rappelle que depuis le 1er janvier 2018, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est compétente en matière d'eau potable et d'assainissement collectif, conformément aux dispositions de l'article L 5218-2 du CGCT. En matière d'investissement, afin de permettre la poursuite des opérations de travaux engagées par la commune dans le but de satisfaire à un objectif de continuité du service public, de l'eau et de l'assainissement, la métropole et la commune ont choisi d'adopter une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, ce qu'on appelle la TTMO, pour 3 opérations de travaux. La rénovation du collecteur d'assainissement dans le quartier de la Salle, la rénovation du réseau d'eau dans le secteur Pin-Porte-Rouge et le renforcement du réseau d'eau et de réhabilitation et extension du réseau d'assainissement. La commune de Bouc-Bel-Air a ainsi qualité de maître d'ouvrage pour l'ensemble des études et travaux concernant les opérations listées dans l'article 1 de la Convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage. La présente proposition d'avenant numéro 1 a pour objet de modifier les annexes présentant les plans de financement des 3 opérations de la Convention relatives au transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage par la métropole d'Aix-Marseille à la commune de Bouc-Bel-Air. Dans l'opération numéro 1 de rénovation du collecteur d'assainissement dans le quartier de la Salle, il convient d'ajuster son enveloppe au montant de l'opération qui ne concerne que le budget annexe de l'assainissement et est ainsi porté de 1 459 567,50 hors taxes à 1 325 000, soit une réduction de 9,2%. Concernant l'opération numéro 2 de rénovation du réseau d'eau potable dans le secteur Pin-Porte-Rouge, le montant de l'opération, qui ne concerne que le budget annexe de l'eau potable, est ainsi porté de 778 365 hors taxes à 810 000, soit une augmentation de 3,9%. Concernant l'opération 3 de renforcement du réseau d'eau et de réhabilitation de l'extension du réseau d'assainissement, il convient de corriger une erreur matérielle de la convention initiale où les montants affectés aux compétences eau et assainissement avaient été inversés. Le montant de l'opération, qui porte sur donc les budgets annexes de l'eau potable et de l'assainissement, est ainsi porté de 1 839 693 à 1 920 000, soit une augmentation de 4,4%. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. En fait, c'est la mise à jour de la convention, puisqu'on n'a pas fini les travaux, mais qu'on va finir incessamment sous peu. C'est encore le Pin-Porte-Rouge qui n'est pas fini. Autrement, on n'a plus rien. Voilà. Donc on aura à faire des mises à jour de temps en temps, comme ça, jusqu'à la fin de l'opération. Ok, donc pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions non plus? Unanimité. Je vous remercie. Teddy Alexander va nous parler de la liste des marchés publics conclus en 2019. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, le pouvoir adjudicateur souhaite publier une liste des marchés conclus entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, ainsi que le nom des attributaires. Vous avez d'ailleurs la liste qui vous a été soumise. Pour chacun de ces 3 types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur montant selon les tranches suivantes.
Premièrement, le marché dont le montant est compris entre 25 000 et 90 000 euros hors taxe. Le deuxième marché dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 euros et inférieur au seuil de procédure formalisée mentionné à l'annexe 2 du Code de la commande publique. Troisièmement, les marchés dont le montant est égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée mentionné à l'annexe 2 du Code de la commande publique. Avis relatif au seuil de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique. Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil municipal de prendre acte de la liste des marchés qui a été ci jointe. Le montant global, pour mémoire, est de 1 713 133 euros. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser à Teddy Alexander? Pas de questions, écoutez, je vous demande de prendre acte de cette liste. Voilà, et ensuite nous avons donc L'ouverture de crédit d'anticipation. pardon, L'ouverture des crédits. l'ouverture des crédits, elle est 25% pour... Voilà, c'est ça. Donc, c'est chaque année par la même chose. Nous, on propose au conseil municipal d'ouvrir les crédits en section d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. C'est-à-dire, donc, en 2019, pour le chapitre 20, nous avions 570 840. Nous ouvrons donc cette année pour 142 710. Dans le chapitre 104, qui était les subventions d'équipement versées, nous avions 15 000. Nous demandons 3 750 pour cette année. Au chapitre 21, qui était les immobilisations corporelles, nous avions 2 105 941. Nous demandons donc 526 485. Et au chapitre 23, qui sont les immobilisations en cours, nous avions donc 2 306 940, c'est-à-dire nous ouvrons pour 576 735. Je vous rappelle que cette année, le budget sera, comme c'est une année électorale, il se fera fin avril. Voilà. Question. Est-ce que vous avez des questions à poser à Teddy Alexander sur cette délibération? Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions? 2 abstentions. Donc unanimité des votants. Merci. Simplement, je vous dirais juste une chose, c'est que je ne comprends pas votre abstention dans la mesure où ça bloque les affaires de la commune. Si vous ne permettez pas qu'on ouvre son investissement, la loi nous permet de faire 25%, ça veut dire que ne votant pas ça, on ne peut rien faire à partir du 1er janvier. Voilà. Y compris des marchés qui sont en cours. Tout est bloqué si vous faites... voilà. Donc, il faut voter comme vous voulez, mais je peux vous dire que votre position, qui n'est pas favorable, voilà ce qu'elle amène. On arrête au 1er janvier. Voilà. Allez, je vous donne la parole. Je vote pour. Et Pardon? on est OK. Voilà, c'est OK. Donc c'est unanimité des votants. OK. Ensuite, on va donner la parole à Teddy qui va nous parler du mandat spécial au maire concernant le congrès des maires de France du 9 au 21 octobre. Oui, bon, c'est comme chaque fois qu'il y a un congrès des maires de France. Cette année, il s'est déroulé donc à Paris, à la porte de Versailles, le 19 et le 21 novembre. Cette manifestation regroupe chaque année plus de 5000 maires et adjoints et l'occasion, au-delà de l'aspect purement statutaire, de participer à un débat, de table ronde, d'ateliers sur des sujets relatifs à la gestion des collectivités territoriales. Elle permet également d'entendre des membres du gouvernement concernés présenter la politique de l'État vis-à-vis des communes. La participation donc des maires présente incontestablement un intérêt pour les collectivités qu'ils représentent. Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé en application de l'article L. 2123-18 du Code des collectivités territoriales d'approuver la participation de M. le maire au Congrès des maires de France, de prendre en charge l'intégralité des frais occasionnés par ce déplacement sur la base des dépenses réelles effectuées. Je vous signale que sans cette délibération, on ne peut pas rembourser M. le maire. Question? Pardon. Vous souhaitez la parole? Je vous la donne. Monsieur le maire, Hervé et moi, nous allons voter contre. Vous savez pourquoi? Non. Parce que c'est après
pourquoi nous ne pouvons pas faire les demandes comme ça en Bon, amont? Mais Puisque- vous avez complètement raison. Mais seulement mes services sont oubliés. Voilà, c'est tout, c'est clair. Voilà. C'est pas plus compliqué. Voilà. Ça, vous le savez. C'est vrai que je vais tous les ans au congrès des maires, ça coûte 3 francs 6 sous, mais qu'on oublie. Voilà. Donc on se rattrape comme on peut. Mais je vous accorde totalement raison. J'ai assez dit. Donc, la trésorerie générale a accepté sans problème, ça arrive dans énormément de collectivités locales où la demande est faite plus tard. La Donc, question- c'est pas à Bouglé-L'air particulièrement. T'es dit, la question n'est pas là. On sait très bien que le congrès des maires, le maire doit être présent. On le sait bien longtemps avant. C'est inadmissible qu'on le fasse après. Dont acte. Vous avez complètement raison. Je partage votre opinion. Voilà, mais je suis obligé de mettre aux voix cette délibération. Ah ben, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a des voix contre? Nous, deux. 2 contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, pas d'abstention, donc majorité. Je vous remercie. Ensuite, nous allons changer de rapporteur. C'est ça. Et Mathieu Morateur va nous parler. Mathieu Morateur va nous parler de vente aux enchères du matériel roulant. Et oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, il s'agit là de parachever, quelque part, notre politique en matière d'électromobilité, puisqu'il s'agit de faire la liste de l'ensemble des véhicules thermiques que nous allons vendre en 2020. Donc vous avez la liste sous les yeux normalement. Il s'agit donc de 20 véhicules légers et de l'autre côté de 6 matériels et engins divers. Donc je le dis aussi, puisque c'est retransmis à nos concitoyens, si vous souhaitez acquérir des Peugeot 208, des Renault Kangoo ou encore des tondeuses autoportées, il y aura de quoi faire durant cette année 2020. C'est sur le site de la société Agora Store, qui est notre prestataire en termes de vente aux enchères du matériel. Et ce qui est important de noter, c'est que lors de cette année 2020, nous allons passer le cap des 50% de véhicules du parc de la commune qui seront à moteur électrique. Voilà, ça c'était un point qui était important à partager, et notamment quasi l'intégralité, puisqu'on garde quand même pour certaines missions bien spécifiques des moteurs techniques, mais la quasi-intégralité, il ne restera plus que 2 moteurs thermiques pour les véhicules de tourisme. Question posée à Mathieu Morateur, je vous en prie. Est-ce que le nombre de bornes ont été augmentés? Mathieu, puisque vous parlez de véhicules électriques en plus. On aura toutes les bornes qu'il faudra pour notre parc, oui, effectivement. Simplement, comme les véhicules servent jusqu'à 15-16 heures, et quand on commence le lendemain matin à 7 heures, ça laisse 7 heures, ça laisse au moins une quinzaine d'heures, ce qui veut dire qu'on a largement le temps, même avec une prise normale, de recharger le véhicule. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais de toute manière, nous avons prévu, il y a des prises électriques qui sont installées, vous avez vu, derrière la mairie, il y a l'emplacement pour les véhicules électriques, il y a des prises qui sont mises à disposition, évidemment, de nos véhicules, mais par contre, sur les emplacements comme celui-là, on évite de les mettre, c'est fait pour la population, et nous avons trois bornes qui sont commandées au prix du SMED, qui travaille pour la métropole, parce que ça y est, c'est quelque chose qui a été enfin ciblé, c'est de compétences métropolitaines. Le SMED, lui, comme il avait en place une structure, ne faisant pour les communes métropolitaines que l'office, si vous voulez, d'instructeurs et d'installateurs. Pour les 29 autres communes du département qui ne sont pas dans la métropole, il fait tout. Il est maître d'ouvrage délégué de l'ensemble de ces 29 communes. Voilà, comme ça vous savez tout. Il y en a une qui est prévue. Ils nous ont demandé l'autorisation, je ne sais plus où est-ce qu'elle est prévue. Pas de acacias. Pas de acacias.
Voilà, c'est à la Graciane. Elle est prévue d'être installée. Ils ont demandé l'autorisation de travaux pour installer la première, pas les acacias à la Graciane. Voilà. Celle de la salle qui demande à être mise en service. Pardon? C'est celle de la salle qui a demandé à être mise en service. Elle est installée déjà. Elle est installée déjà. Il n'y a plus de la mise en service à faire. Voilà. Donc là, on attend M. Enedis. Voilà. Ok, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons la parole à M. Pertuisel, qui va nous parler des dénominations de la voie de dessert du lotissement Claude Fleurette et des dénominations de 4 impasses au quartier de Peupliers. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Bon, on va parler de choses un petit peu plus légères, si je peux me permettre l'expression. On va parler un peu littérature, poésie et de fleurs. Voilà. Non, alors plus sérieusement, comme il arrive parfois, il y a des soucis, en particulier dans la distribution du courrier, parce que des voies ne sont pas nommées, tout simplement. Donc on a été saisi pour le lotissement Claude Fleurette et pour le quartier des Peupliers. Donc la problématique est la même. Donc s'agissant du quartier Claude Fleurette, donc afin justement de régler ce problème de courrier en particulier, mais aussi des secours, puisque lorsqu'un véhicule de secours intervient, il est préférable qu'il ait une adresse très précise pour intervenir, on gagne du temps. Donc il est proposé pour le Claude Fleurette d'appeler, vous avez eu les plans dans les documents qui vous ont été envoyés, donc de dénommer officiellement cette voie impasse Jean de Fleurette. Voilà pour le lotissement Claude Fleurette. Merci, me présente à la deuxième. Oui. Ah non, moi vous avez une question. Voilà, alors je vous passe la parole. Dites-moi, est-ce qu'elle est déjà nommée comme telle? Parce qu'elle est sur Google déjà. Oui, mais elle n'a jamais été nommée. Comment elle peut être déjà là? Il y a quelques exemples comme ça, il y en a d'autres, mais ce sont des choses qui arrivent. Oui. Donc officiellement, elle va être nommée Jean de Fleurette. On a fait qu'entériner une rumeur. Mais en même temps, elle n'est pas tout à fait au même endroit, c'est ça qui est un peu problématique. Elle se trouverait entre l'espace et la rue Fernand-Rollet. Non, mais là, elle se trouvera, donc c'est celle qui est en parallèle de l'avenue, plutôt perpendiculaire à son départ, de l'avenue Marie-Moron. Voilà. Et donc la deuxième, le deuxième souci c'est le même, c'est des problèmes principalement de distribution de courrier. Donc là c'était un peu plus complexe parce qu'il y avait plusieurs voies à nommer. Ça se passe au quartier des Peupliers, donc vous l'avez situé là sur le plan qu'on vous a donné. Et même chose pour permettre au secours d'arriver beaucoup plus facilement sur les lieux où il serait appelé. Donc là, ça concerne 4 impasses, donc que l'on propose de dénommer l'impasse des Lavandes, l'impasse des Valérianes, l'impasse des Pivoines et l'impasse des Gentianes. On a vérifié que ces noms de fleurs n'avaient pas déjà été donnés par ailleurs sur la commune, ça c'est important, ce qui est le cas, et l'ensemble des propriétaires donc a validé ces dénominations, bien évidemment. Est-ce que la ville s'est engagée à planter ces dites fleurs? Je pense que les propriétaires éventuellement se feront plaisir de planter ces fleurs chez eux. Non, on n'y a pas forcément réfléchi au jour d'aujourd'hui. Bien, donc je mets aux voix les deux délibérations en même vote. Alors je mets aux voix, est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas, abstention non plus.
Unanimité, je vous remercie. Ensuite, la parole est à Armand Chamelin qui va nous parler de don d'une scie combinée de menuiserie à l'ESAT Les Ormeaux. Merci, monsieur le maire. Nous vous proposons de céder à l'ESAT, c'est le service d'aide par le travail, les Ormeaux, l'ESAT Les Ormeaux, une scie industrielle qui ne sert plus, dont on n'a plus l'usage, pour cette association. Voilà. Vous avez tous les éléments sur le... Question. Voilà, bon, j'ai été peut-être un peu succinct. Monsieur le maire propose de céder à l'ESAT Les Ormeaux une scie combinée Robland X260 X310. Le tableau ci-dessus, le matériel. Donc elle a une valeur vénale de 0 €, donc on la cède pour 0 € à cette association. Voilà. Question à Armand Chamelin, pas de question, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus, unanimité. Je vous remercie, mesdames et messieurs. L'ordre du jour est terminé. Il ne reste plus que les questions diverses. Donc j'ai reçu de Madame Amber-Linkels et de Monsieur Plisson 3 questions diverses. La première qui dit la loi du 30 octobre 2018 a prévu qu'à titre expérimental et pour une durée de 2 ans à partir du 1er novembre 2019, les gestionnaires des services de restauration collective scolaire proposent au moins une fois par semaine un menu végétarien. Où en est-on à Bouc-Bel-Air de la mise en application de cette loi? Très simplement, je vous répondrai d'abord que depuis 2 ans, sur un rythme mensuel, c'était en application dans la commune de Bouc-Bel-Air, et que depuis le 1er novembre, nous sommes parfaitement dans les clous de la loi, puisque c'est hebdomadaire. Et je vais vous donner l'exemple du mois de novembre 2019, puisque j'ai ici, je vous donne que novembre, j'ai même décembre, mais novembre, vous voyez ici, pour la semaine, je vous le donnerai après, du 4 au 8 novembre, c'était le mardi 5 novembre, où nous avions un repas végétarien qui était distribué dans toutes les écoles. Pour la semaine du 11 au 15 novembre, c'était le mercredi, donc 12 novembre, où il y avait un repas végétarien dans toutes les écoles. Pour la semaine du 18 au 22, c'était le jeudi. Et pour la semaine du 25 au 29, c'était le mardi 26. Donc Jean-Pierre, où est-vous Jean-Pierre? Je vous le fais passer après, comme ça vous l'aurez. Vous voyez qu'on est vraiment dans les clous et que nous avions même anticipé, puisque depuis 2 ans, c'était sur un rythme mensuel. Je dirais juste une chose, c'est que la loi dite Egalim, qui nous impose ça, de contraintes dans les cantines, ça veut dire que la restauration scolaire qu'elle va nous amener un surcoût de 20 à 30% du coût des cantines scolaires pour la commune. Voilà. Je rappelle aussi que nous sommes 100% de bio, sauf la viande. Et ça depuis maintenant l'année 2018, la rentrée 2018. Vous voyez que de ce côté-là, on a quand même l'occasion d'être plus que dans la légalité, puisque nous avons plus vite et nous allons plus loin que ce que nous obligent les parlementaires. Suite aux travaux, deuxième question, aux travaux d'aménagement de la RD 8N, il apparaît que par forte précipitation, à cause du terre-plein central continu, séparant les 2 côtés de la route, l'eau s'écoulant côté droit de la chaussée dans le sens Marseille-Aix ne peut rejoindre le pluvial situé exclusivement côté gauche. Elle s'accumule donc de ce côté de la route et noie même les espaces privés de plusieurs riverains. En tant que maire de Bouc-Bel-Air, pouvez-vous demander à ce que ce problème soit corrigé? Mais dès les premiers signes de saturation du réseau, on a pris le problème en compte. Et en fait, on le savait, quand il y a des soucis, c'est l'eau qui arrive de l'autoroute qui nous pose problème.
et quand elle va traverser l'aire des Huitaines, c'est sûr qu'elle a quelques soucis parce que le calibre du passage sous l'aire des Huitaines, qui a été à l'époque fait il y a maintenant 40 ou 50 ans, au moment où l'autoroute a été faite, donc faite par la DDE à l'époque, n'est pas à la hauteur de la situation. On n'a pas que là. Hein. Je peux vous dire que près de Sambaki, les riverains, l'eau qui descend de l'autoroute et qui va rejoindre le Valat fait que les riverains sont quelque peu incommodés. Donc on a fait passer une hydrocureuse sur le réseau pour éliminer les points durs et que nous facturons non pas à l'État mais à la métropole, puisque c'est elle qui a le pluvial, et que la commande a été faite pour ajourer le terre-plein central au niveau des zones les plus basses gravitairement pour permettre une meilleure évacuation des eaux. Ce que je disais, c'est que les infrastructures qui sont très très mal entretenues par la DIRMED, malheureusement nous en subissons les conséquences parce que l'eau quand elle arrive, elle descend, elle doit descendre, donc elle ne cherche pas, elle descend. Et elle descend comme elle peut évidemment. Voilà. Et comme les conditions climatiques, vous l'avez noté, sont de plus en plus difficiles, les épisodes méditerranéens sont de plus en plus nombreux, avec une pluie qui dépasse l'entendement, puisque en l'espace de 2-3 heures, on arrive à avoir la pluie qu'on avait sur 2 mois dans des périodes il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, après, vous me mettez troisième question. À l'heure où est rédigée cette question, l'entreprise Alteo pourrait très rapidement être placée en redressement judiciaire. Comme on pouvait le craindre, il y a un risque programmé, pour l'interrogation et entre parenthèses, de voir disparaître l'entreprise avant toute réalisation de travaux de remise en état du site de Manche-Garry. Connaissez-vous la somme réelle mise en réserve par Alteo pour réaliser ces travaux ? Quelles mesures conservatoires pensez-vous prendre à l'encontre de cette entreprise? Alors, simplement, vous le savez que depuis maintenant 18 à 20 mois, j'ai pris une position un peu dure vis-à-vis de cette entreprise. Pourquoi une position dure? Parce que je sais pertinemment, pour avoir vécu dans une vie antérieure en tant que parlementaire, député de la 10e circonscription, les soucis sur la commune de Roquevert avec l'effondrement des piliers qui faisaient que la terre s'effondrait dans les chambres et qu'à côté de maisons il y avait des trous énormes qui se fondaient, hein, des excavations de quelques dizaines de mètres en surface et en profondeur, et j'ai même vu des maisons qu'il fallait disparaître dans un trou, quoi. Ils étaient vraiment au bord du trou. Donc je sais très bien, et ça j'attire l'attention du préfet là-dessus. C'est pour ça que j'ai réussi à avoir, au bout d'un certain temps, savoir combien Alteo avait provisionné. Alteo a provisionné 7 à 8 millions d'euros sur ses comptes pour remettre le site en état et le site dépollué. Moi, je pense, très franchement, que c'est beaucoup plus que ça, et c'est vraisemblablement 10 fois plus qu'il faudrait. Donc je suis très inquiet là-dessus, j'ai attiré l'attention du préfet. Par contre, je crois qu'il faut qu'un plan de réhabilitation soit mis au point, qu'on sache ce qu'il en est. Dès que j'ai entendu cette nouvelle de dépôt de bilan pour se mettre en redressement judiciaire, j'ai averti le préfet pour lui dire attention, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'insolvabiliser leur action? Je vous le dis, alors évidemment, dans le cadre de Roquevert dont je parlais tout à l'heure, et du plâtrière, c'était autre chose, puisque c'était un siècle avant, c'était l'entreprise, d'ailleurs Lafarge, qui avait exploité le plâtre dans les sous-sols, et qu'à cette époque-là, on ne connaissait pas tout ça, et que maintenant, on sait un peu mieux les conséquences, et donc, à l'époque, l'entreprise qui avait fait les plâtriers à Roquevert a disparu, tout simplement, et l'État a dû, donc le contribuable a dû racheter un certain nombre de maisons qui étaient mises en danger de manière à les détruire, puisque il y avait quelques soucis de ce côté-là. Donc j'ai connu ça, je veille au grain du côté d'Alteo, il y a je veille au grain avec Google Air Environnement,
que j'ai reçus encore il y a peu de temps et avec lesquels nous avons parlé de ça. Je souhaite que l'exploitant soit responsabilisé d'une façon beaucoup plus importante, responsabilisé financièrement. Voilà ce que je voulais vous dire, chère madame. Là-dessus, sachez que c'est quelque chose qui est un dossier très important à mes yeux. Voilà, l'ordre du jour étant terminé, je vous souhaite à toutes et à tous, je lève la séance, je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et une bonne soirée.